Et écoute, je m'appelle Daniel Hannequin, donc je suis médecin et j'ai 70 balais. Alors, donc j'ai été dans un premier temps, donc j'ai commencé médecine en 68 quand même, hein, c'était les barricades, euh, et donc j'ai fait plein de choses pendant les études de médecine, et à l'époque c'est vrai que on était beaucoup, et j'ai été beaucoup impliqué sur le changement de société comme on dirait poliment actuellement. Voilà. Et donc il a fallu à la fin de ces années de médecine, choisir. Donc j'ai fait de l'anesthésie. Bon, j'ai fait de l'anesthésie et donc j'étais anesthésiste pendant 20 ans, je crois, facile. Hein, bon. Après j'ai fait quoi? À un moment donné, je me suis un peu ennuyé quand même, et hein, j'ai fait le tour. Et donc entre-temps, j'avais fait aussi monter une ONG pour aller au Népal, faire la médecine aux pieds nus, etc., etc. Enfin, et après, donc voilà, les années 80, donc on va à 81, donc je reviens en France, je m'étais mis en disponibilité, j'étais praticien hospitalier, hein, enfin, et donc là, je dis, j'ai fait le tour, j'ai fait psychiatrie, donc, et en 89, je suis psychiatre, et là aussi j'ai fait un parcours de psychiatre atypique dans la mesure où j'ai beaucoup travaillé avec des adolescents plutôt délinquants qui étaient placés par les juges, et surtout avec un homme qui m'a beaucoup marqué, qui est Stanislas Tomkiewicz, hein, qui était donc un rescapé des camps. Et qui était lui aussi une double casquette, pédiatre et psychiatre, et ancien interne des hôpitaux de Paris, et donc qui m'a profondément marqué, et qui s'était aussi beaucoup intéressé aux marges. Il s'est intéressé aux anorexiques, aux adolescents, c'est vrai, et aux enfants et adolescents handicapés. Donc voilà, il était directeur de recherche à l'INSERM. Et donc voilà, donc je fais psychiatrie, mais là aussi je me sens pas, je dis bon, c'est quand même, ça m'intéresse bien sûr, mais je me sens pas à l'aise et pas à la hauteur peut-être. Bon, alors finalement, je vais monter une unité douleur, donc là c'est les années 90, et donc je commence par faire une banque de données Minitel, hein, avec des collègues. En effet, la douleur, ça va de la physiologie à la psychologie à toute une série de spécialités, à la réanimation. Et donc voilà, on fait cette banque de données Pédiadol, hein, qui va regrouper toute une série de spécialistes, de disciplines, hein, et aussi d'infirmières et aussi de paramédicaux, parce qu'en effet cette douleur, notamment des enfants, c'était en première ligne, hein, c'était les infirmières. Et très vite, c'est un très grand succès. On fait une journée UNESCO, on avait une place, enfin une salle de 400 places. Très vite, on est obligé de changer de salle à 1200, 1300 places. Donc vous voyez, 90, 91, hein, et avec le ministère qui nous suit. Et puis voilà, donc l'anesthésie. Mais quand même là, je bascule grâce à la chef de service qui était géniale, qui était Isabelle Murat, donc qui était la professeure d'université, qui me dit tu vas t'occuper de la douleur, et on monte comme ça une unité de douleur. Cette unité de douleur, donc, on va commencer à s'intéresser à beaucoup de choses, notamment, d'ailleurs, c'était la morphine, hein. C'était le diable, la morphine à l'époque, ça tuait les enfants, ça les rendait toxicomates, tout le monde avait une peur bleue de la morphine, et nous, on montre qu'on peut l'utiliser de manière assez simple, et avec une grande sécurité, les pompes à morphine. Et l'autre cheval de bataille aussi qui nous a fait connaître, c'est le gaz hilarant, le protoxyde d'azote. Je suis le grand spécialiste de ce gaz qui va permettre justement de faire des soins aux enfants, hein, et on a démarré justement chez les hôpitaux de jour en hémato-oncologie, hein, des enfants qui avaient des leucémies, et donc ils avaient obligatoirement dans les protocoles de traitement de ces leucémies une dizaine de ponctions ovaires, des myélogrammes, on va ponctionner l'os, des choses assez
affreuse, il faut le dire, mais avec une certaine... Enfin, c'était comme ça, hein, on faisait un peu de Valium, de Dicnoven, on utilisait pas du tout les antalgiques. Et grâce à ce protoxyde d'azote, eh ben, on a pu montrer que simplement en quelques minutes, eh ben, on pouvait faire, avec une bonne locale, hein, une anesthésie locale avec la crème anesthésiante, et ben ouais, dans 80-90% des cas, ça se passait très bien. Et donc voilà, et donc ça a fait une traînée de poudre avec nos journées là, annuelles Pédiadol à l'UNESCO. On monte les premières vidéos et les gens sont scotchés. On n'est plus à 3 en train de tenir le gamin, vous voyez, là, et en plus on peut causer, y rigoler, enfin ça a été vraiment. Et il se trouve que, donc en effet, alors, il y a un problème. Très vite, il y a un problème parce que le protoxyde d'azote était un gaz utilisé par les anesthésistes. Et là, on faisait utiliser un gaz utilisé par les anesthésistes par des infirmières. Enfin, hein, et en effet, c'est assez simple. Hein, c'est assez simple une fois qu'on l'a compris. Hein, un masque, bon, en tout cas. Et alors déjà, ça va poser un problème de, vous savez, de corporatisme. Hein, chacun a son territoire. Alors évidemment, certains de mes collègues anesthésistes, oh là là, c'est surtout pas. Des infirmières, oh là là, mais vous faites faire des choses pas possibles, hors des clous à des gens qui sont pas formés. Et en plus, il va y avoir le sang contaminé qui va faire que tous les médicaments sont remis un peu. Il y a un problème hein, pour valider les médicaments et les gaz médicaux qui étaient de l'oxygène, protoxyde d'azote, tout ça. Eh bien, c'était des industriels. Mais à cette époque-là, eh bien, il a fallu tout remettre à zéro. C'est-à-dire que l'oxygène, il fallait qu'il montre que c'est un médicament, que c'est pas toxique, etc. Donc, il y a eu un vide juridique pendant 2-3 ans. Et donc, ce protoxyde d'azote a fait partie. Et là aussi, vu les réticences que je viens de décrire sur oh là là, vous nous faites faire des choses pas possibles, on n'est pas anesthésiste, c'est dangereux, etc., etc. Et bien en plus, ça a été renforcé par le vide juridique. Si bien que nous, à Trousseau, eh ben on a acheté la pharmacienne de l'hôpital à l'époque, on a dit stop, on arrête de vous délivrer les bouteilles parce que il y a. Donc nous, on a acheté les bouteilles avec nos associations locales et ils ont porté plainte contre nous. C'est-à-dire que un syndicat de pharmaciens pour exercice légal de la pharmacie. Et donc je me suis retrouvé avec un officier de la police judiciaire dans mon bureau et pour un peu expliquer ce qu'on faisait. Et je lui montre une vidéo de ce qu'on faisait, de ses fonctions lombaires, où ça se passait très bien. Et ce jeune papa avait eu son gamin très peu de temps avant, il s'était retrouvé aux urgences d'un autre hôpital pédiatrique parisien, et ça s'était très mal passé. Et quand il a vu, alors je ne sais pas si ça, en tout cas, finalement, la plainte n'a pas eu de suite. Donc, vous voyez, on s'est retrouvé, donc, il a fallu qu'on transgresse la loi, et après, en plus, ça nous a obligés à faire une étude multicentrique, hein. Beaucoup de services, notamment des mato-oncos de pédiatrie qui l'utilisaient, et on a publié en pédiatrique, c'est quand même une des revues anglo-saxonnes les plus prestigieuses, et donc voilà, j'ai eu un de mes premiers papiers par ce biais-là, et donc et en France, on est maintenant un des pays les plus consommateurs de protoxyde d'azote et d'oxygène, hein. Avant c'était plutôt l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, très peu aux États-Unis, aussi en Australie. On est quand même, grâce à ces premiers films, vous voyez, qu'on a pu diffuser. Après, on a fait plein de choses, on continue à le faire autour de ce mélange d'oxygène protoxyde d'azote. En plus, actuellement, il y a l'usage récréatif qu'on connaît avec les cartouches pour la crème chantilly, donc là aussi qui complexifie aussi les choses. Donc voilà, donc mon parcours, et là c'est vrai que ça me donne une certaine notoriété, une certaine gloire, etc., etc. Et donc on va se retrouver à continuer donc à Trousseau à faire de la douleur. Et là on va commencer à faire ce qu'on appelle, c'est plus la douleur aiguë, la douleur des soins, la douleur de la chirurgie, on va faire la douleur chronique. Hein. Et on va vite se retrouver à avoir des migraineux, avoir des enfants migraineux. Hein.
parce qu'il se trouvait que la chef de service de Trousseau, qui devait être nommée professeur agrégé, il fallait qu'elle fasse son tour de tous les patrons du CHU, donc l'hôpital Saint-Antoine en l'occurrence, et là Marie-Germaine Bousser, la grande patronne de la neuro, a dit ben oui, moi j'ai mon assistante Hélène Massiou, qui voit des fois des enfants, des ados, parce que c'était l'équipe de neurologues qui connaissait bien la migraine, et elle dit, ben voilà, et donc pendant 2 ans, Hélène Massiou est venue à Trousseau, on a fait la consultation ensemble, elle nous a formés à interroger les migraineux et à comprendre ce que c'est que la migraine. Moi qui étais ni migraineux dans mes études de médecine, comme on n'en parlait jamais, et je découvre cette migraine qui est en effet très fréquente chez les enfants, 5 et 10%, et on va être en 98 les premiers à faire la première étude épidémiologique sur la prévalence de la migraine en France, avec des enfants pris au sort en CM2, et en CP, en CP, voilà, et on montre que 5 à 10%, quand on les interroge avec le diagnostic, on a 5 à 10% d'enfants migraineux. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas des gros migraineux, mais il y en a 25% qui sont quand même embêtés parce qu'ils vont avoir un absentéisme scolaire. Et donc on s'est retrouvé, là aussi, deuxième étape, à être le centre de référence de la migraine de l'enfant. Alors entre-temps, le ministère de la Santé, donc il y a eu un premier plan de douleur avec Kouchner, il y en a eu un deuxième dans les années 2000, et là on demande au docteur Hannequin d'être le responsable médical et évidemment dans les priorités qu'on a mis en place, c'était la douleur de l'enfant, la douleur des soins, la migraine, vous voyez, par hasard. Et donc voilà comment j'ai été amené à devenir aussi le spécialiste de la migraine des enfants, alors que je suis anesthésiste et psychiatre, mais je ne suis pas ni neurologue ni pédiatre. Et donc voilà cette histoire. Et justement, en voyant plein, on voit que c'est des enfants quand même, des enfants sensibles, des enfants souvent qui sont tête de classe, c'est des enfants, ou alors des enfants qui perdent leurs moyens parce qu'ils ont tellement peur de rater, ils ont tellement une telle pression, ou leurs parents leur mettent une telle pression. Et puis en discutant avec eux, on voit bien que c'est des enfants justement qui ont ce profil d'enfants précoces. Moi maintenant je dis plutôt des enfants qui ont un cerveau qui marche à 200 à l'heure. Ça évite les mots qui fâchent. Et ça c'est vrai que j'en vois. Et puis ça aussi, là aussi pour raisonner personnellement, parce que j'ai aussi plus que probablement une trajectoire qui pourrait s'y apparenter. Voilà, et donc ce qui fait qu'en effet j'en vois beaucoup, et que dans les migraineux, il y a Olivier Revol d'ailleurs à Lyon avait fait un papier, elle avait évoqué là-dessus, et on voit que parmi ces enfants migraineux, il y en a un certain nombre justement qui ont ce cerveau qui galope. Ok, et alors du coup, merci, c'est assez incroyable comme histoire. C'est quand même un parcours assez exceptionnel. Je veux dire, c'est pas le cas de tout le monde, de tous les docteurs en France. Donc, merci pour ce témoignage important. Peut-être pour revenir un petit peu sur la douleur, je pense que les personnes qui vont voir cette vidéo et j'ai un public qui peut être relativement jeune, je pense qu'ils se rendent pas compte de ce que c'était avant la prise en charge de la douleur en médecine. Est-ce que vous pouvez un petit peu leur expliquer à quel point vraiment il y a eu un changement complet de paradigme, et à quel point la prise en compte de la douleur chez le patient est rentrée finalement dans la sphère d'intérêt du... Alors en effet, c'est important de bien décrire d'où on partait. Et en effet, d'où on partait. Donc moi j'étais anesthésiste des années 70, 80. Donc j'étais à Trousseau, dans l'hôpital d'enfants. À l'hôpital d'enfants, il y avait un service de brûlés, les grands brûlés. Les grands brûlés, c'est 30-40%, c'est des bains de brûlés. Eh bien, ces enfants n'avaient que de l'aspirine et du paracétamol. On n'imaginait même pas leur donner de la morphine. En chirurgie, donc là aussi, on faisait des opérations du rachis et scoliose, des énormes chantiers hyper douloureux.
on avait le droit à une ampoule de palfium, je me souviens, qui était à l'époque un des antalgiques. Voilà. Donc il y avait vraiment, ça n'existait pas. Hein. On opérait aussi les enfants avec très peu d'anesthésie. Même il y avait eu, justement dans ces années, en 87, il y a eu cet anesthésiste, néonatologiste d'origine indienne qui est sikh, qui a vraiment tout le look sikh, et qui est un mec génial, qui a montré qu'en effet, en faisant un papier dans le New England, que la douleur du nouveau-né, ça existait, et il a repris toutes les données qui étaient éparpillées à droite, à gauche, et ça a été un coup de tonnerre également, qui a permis à ce que les équipes en réa, en néonat, les enfants n'avaient aucun antalgique. Encore une fois, on pensait que c'était trop dangereux. Et donc, alors il y a aussi actuellement tout ce qui se fait, il y a encore tout le chantier des circoncisions, qui reste quand même de la chirurgie sans anesthésie. Hein. Alors là, c'est vrai, on appuie sur un bouton un peu compliqué, donc voilà, mais ça n'empêche, mais il y a beaucoup aussi de gens qui sont religieux, qui utilisent des moyens antalgiques, il faut le rappeler, et qu'il n'y a aucun texte religieux qui interdit de donner des antalgiques quand on fait des circoncisions. Bon, voilà. Donc il y a eu, en effet, on est parti de très 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 loin, et en une vingtaine d'années, et les choses ont bougé quand même, hein, heureusement. Mais ça, c'est dans nos pays riches et dits développés, mais sur l'ensemble de la planète, hein, les enfants restent, en effet, en tout cas au niveau médical, sous-traités pour la douleur. Ça, il faut le rappeler. Alors, autre élément, c'est vrai que ça aussi, il y avait un choc culturel, parce que quand même, on a éduqué, et on éduque encore une fois sur le tapis, les enfants avec des claques, avec des coups de ceinture, que la douleur a une vertu pédagogique, il ne faut pas l'oublier, enfin c'est ce qu'on... Hein, on voit toutes les élites qui ont été formées dans les collèges en Angleterre, enfin voilà, et donc là on disait mais non, et puis la douleur c'était un signe cardinal, hein, c'est-à-dire que si on enlevait la douleur, on ne pouvait plus faire de diagnostic d'appendicite. Vous voyez, il y avait toute cette culture judéo-chrétienne, semble-t-il, où en effet la douleur était sacrée, hein, puisqu'il y avait la rédemption aussi, tout était là, hein, tous les ingrédients étaient là. Donc voilà, il y avait aussi tous ces éléments-là avec lesquels il a fallu jouer. Alors c'est sûr que, a posteriori, est-ce qu'on en a fait trop? On a culpabilisé les médecins, etc. Je pense pas en pédiatrie. Mais par contre, en adulte, c'est vrai qu'il y a eu, on voit actuellement avec la crise des opiacés, où les labos ont quand même ont chevauché le cheval, l'étalon, qui leur a permis de vendre beaucoup. Et ça, c'est le problème de la douleur chronique. La douleur chronique, c'est pas de la douleur aiguë, c'est complètement différent. Et c'est pour ça qu'on a voulu appliquer les recettes de la douleur aiguë et la douleur chronique. Et là, surtout pas de médicaments. La preuve. Voilà, donc ça c'est super important comme remarque. Je précise pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas experts, il y a en ce moment, aux États-Unis c'est certain, mais à mon avis pas qu'aux États-Unis, une crise grave, une crise qui tue des gens, qui est une crise de la consommation, de la surconsommation pathologique d'opiacés et de leurs dérivés, qui vraiment fait des morts en fait, 40 000 morts par année actuellement aux États-Unis avec tous ces opiacés qui sont surprescrits parce qu'en effet aussi les labos ont été un marketing hyper agressif et surtout il y avait bien souvent c'est des problèmes psychosociaux qui sont à la base de la douleur chronique et on a voulu résoudre avec des médicaments ce qui ne peut pas être résolu par ce type de produit, que c'est une approche psychosociale qui est nécessaire. Et on a un problème qui n'est peut-être pas tout à fait équivalent, mais qui pourrait le devenir, en France en particulier, avec la consommation de benzodiazépines. Alors je ne dis pas que les benzodiazépines c'est le mal absolu, je dis simplement que vouloir prendre de manière chronique des benzodiazépines pour traiter une souffrance morale, benzodiazépine qui est une forme d'anxiolytique, eh bien, ce n'est pas une stratégie gagnante à long terme. Tout comme prendre un antalgique qui a pour vocation d'être efficace dans l'aigu, le prendre au long cours, eh bien, c'est pas une bonne idée. Finalement, c'est à peu près pareil pour nous en psychiatrie avec les benzodiazépines. Et j'ai peur qu'un des scandales à l'avenir qui arrive dans nos pays, ce soit aussi la crise des benzodiazépines. Aux États-Unis, ils en parlent déjà, de la crise des benzodiazépines. Mais peut-être que la France n'est pas tout à fait épargnée par ça. Il faudrait peut-être qu'on se pose collectivement la question.
Voilà. Et alors, est-ce que, professeur, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu du TDAH? Parce que vous m'avez contacté, et je suis très honnête que vous m'avez contacté pour m'en parler un petit peu, pour qu'on en parle ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, notamment, vous parliez un petit peu du TDAH de... Le TDAH de l'adulte, j'en vois peu, j'en entends parler, voilà, mais en effet, je sais, oui, que ça existe. Enfin, bien sûr qu'il y a une réalité. Alors c'est vrai, comme vous dites, on est dans un isolat. En France, on n'a pas du tout les mêmes concepts qu'ailleurs. Bon, voilà. Donc, mais encore une fois, ces enfants, moi, j'en vois maintenant. Maintenant, je suis psychiatre là, depuis 4 ans à plein temps. Hein, je suis plus médecin de la douleur, même si je vois encore quelques migraineux. Mais en tout cas, et là, justement, je les vois ces gamins, et toute mon expérience que j'ai acquise avec les enfants migraineux, ben je vois bien ces enfants qu'on m'amène à 3-4 ans parce qu'ils font des colères, ils sont impulsifs, etc. Quand on voit un peu, c'est des gamins curieux, c'est des gamins précoces, c'est des gamins qui pichent tout, et voilà, et qui sont en décalage très souvent avec l'environnement. Et quand on a compris, quand on les voit différemment, bah, ça change absolument la donne. Hein. C'est ce que je vois en tant que psychiatre, oui. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que vous souhaitiez partager avec nous, après toutes ces choses passionnantes? Non, mais là, si, non, mais quand je peux partir. Non, bah si, alors s'il y a un truc là qui m'a... Je suis aussi dans mes lubies, hein. On a vu la migraine, on a vu le truc, c'est l'ibuprofène. Je suis un grand défenseur de l'ibuprofène contre tout le monde, évidemment. Mais je sais pas si ça vaut le coup d'en parler là. Enfin, grosso modo, la France, c'est pour ça qu'on disait que la France était un peu un isolat par rapport au diagnostic de TDAH chez l'adulte. Mais on est aussi, autre spécificité, on a vis-à-vis de l'ibuprofène une phobie que le reste du monde ne partage pas. Il y a une sur-anxiété autour de l'ibuprofène. Alors, pourquoi, on ne sait pas. Enfin, moi, j'ai fait un de mes premiers éditos il y a 15 ans sur ibuprofène, une rumeur fébrile, où en effet, en France, et là, il y a eu récemment avec le Covid, hein, même Véran a dit, oh là là, alors que les autres pays, non, n'ont pas du tout les mêmes constatations. Il y a même eu l'Agence européenne du médicament qui a dit non. Il y a eu toute une autre série de sociétés allemandes qui disent non, il n'y a pas actuellement, et les gens arrêtent. Et moi, je vois tous les migraineux pour lequel ça reste le médicament de référence, et ça que ça marche bien, et bien on leur a enlevé ce médicament qui marchait bien, donc c'est pas génial. Vous voyez, donc je suis aussi, alors mais je sais pas s'il faut vraiment en parler, pas trop. Oui, si, c'est passionnant parce que ça va aussi avec cette idée que on a l'impression parfois en France qu'il y a une médecine française. Il n'y a pas de médecine française. En tout cas, il ne devrait pas y avoir de médecine française. Il devrait y avoir une médecine tout court. La médecine, elle est pas française, elle n'est pas américaine, elle n'est pas je ne sais quoi. Et effectivement, sur un certain nombre de sujets, et vous l'avez très bien dit, on a comme ça effectivement un isolat, comme vous le dites très bien, où on a l'impression que le monde autour de nous n'existe pas et qu'on est parfaitement imperméable aux données scientifiques et à ce qui se passe autour de nous. Donc non, c'est une superbe illustration, au contraire. Avec le Covid, on a l'impression qu'il n'y a que la France qui fait des recherches, alors que partout dans le monde, ça carbure autour de tout. On a l'impression que on va y avoir 2 essais, etc. Mais là aussi, cette vision centrée, je pense que d'autres pays doivent avoir aussi un peu les mêmes choses, mais en tout cas, quand on est dedans, ça fait bizarre. Bon, merci infiniment, professeur. Vraiment, c'était passionnant, vraiment. Je pense que ça va passionner les personnes qui vont regarder la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.